Imagine deux personnes, le même mois, dans la même économie, qui lisent les mêmes gros titres. On est début 2020. Le marché chute rapidement. Les gens publient des graphiques, des prédictions, des avertissements. Tout le monde parle de risque. La peur est partout, pas seulement en finance, mais dans la vie quotidienne. D'abord, imagine Daniel. Il a 30 ans. Il a un travail correct et un revenu correct. Il n'est pas riche, mais il est responsable. Ces dernières années, il a économisé 20 000 € en liquide. Ça a demandé de la discipline. Il en est fier et il a raison. Il se répète que le cash, c'est la sécurité. Il se dit aussi qu'il investira, mais seulement quand les choses se seront calmées. Il veut faire ça intelligemment. Il veut éviter les erreurs. Il veut de la certitude. Maintenant, imagine Laura. Âge similaire, revenus similaires, intelligence similaire. Ce n'est pas une trader. Elle ne prétend pas pouvoir prédire le marché. Elle a simplement un système. Elle garde une épargne de secours, puis elle investit de façon régulière. Quand les prix baissent, elle ne se fige pas. Elle continue. Quand les prix baissent beaucoup, elle augmente un peu ses achats si son plan le permet. Elle ne le fait pas parce qu'elle adore le risque, elle le fait parce qu'elle comprend une idée simple. Les meilleures promotions arrivent rarement avec une sensation de sécurité. 5 ans plus tard, Daniel a encore la majeure partie de cet argent en liquide. Le monde n'est pas devenu parfaitement calme. Il se passe toujours quelque chose. Une nouvelle crise, une nouvelle élection, une nouvelle guerre, une nouvelle peur de récession, une nouvelle alerte inflation. Daniel attend toujours le moment où il se sentira enfin confiant. Et parce qu'il attend, il rate l'ingrédient qui crée discrètement de la richesse chez des gens qui n'essaient même pas d'être brillants, le temps passé dans des actifs productifs. Laura n'a pas eu de chance particulière. Elle n'a pas eu besoin d'informations secrètes. Elle n'a pas eu besoin d'un titre prestigieux. Elle n'a pas eu besoin de deviner le point bas parfait. Elle a simplement fait ce que la plupart des gens repoussent. Elle a acheté de la propriété quand la foule réclamait de la certitude. Alors, qu'est-ce que les riches achètent pendant que toi tu gardes du cash et pourquoi ça continue d'élargir l'écart même quand garder du cash ressemble au choix le plus responsable? Voici la première vérité. Le cash n'est pas mauvais. Le cash est utile. Tu as besoin de cash pour payer ton loyer, faire tes courses, gérer les urgences et dormir tranquille. Le cash est la base de la stabilité. Le problème, c'est que le cash n'est pas un outil de construction de richesse à long terme. Le cash est un outil de court terme. Si tu en gardes trop longtemps, tu ne restes pas immobile. En termes réels, tu recules. L'inflation réduit lentement le pouvoir d'achat. Ça ne paraît pas spectaculaire parce que c'est silencieux. Ça ne s'annonce pas avec une alarme. Ça se manifeste simplement par des prix plus élevés pour la même vie. Si l'inflation moyenne est de 3 %, ça veut dire que l'argent perd environ 3 % de pouvoir d'achat chaque année. Certaines années sont plus faibles, d'autres plus fortes, et certains endroits connaissent une inflation bien plus élevée, mais le principe est le même. Le cash a tendance à se dégrader. C'est pour ça que les personnes fortunées ne considèrent pas le cash comme une destination. Elles considèrent le cash comme un outil qui leur permet d'acheter des actifs. Et quand on regarde de près, les riches achètent toujours les mêmes grandes catégories, encore et encore, parce que ces catégories font en général une chose, soit elles produisent du cash flow, soit elles profitent de la croissance économique avec le temps. La première catégorie, c'est la propriété d'entreprise. Les actions cotées sont la version la plus accessible, mais l'idée va bien au-delà d'un code boursier. Quand tu possèdes une part d'une entreprise, tu as un droit sur ses profits futurs, un droit sur la productivité. Si l'économie grandit avec le temps, les entreprises bien gérées ont tendance à gagner davantage avec le temps. C'est pour ça que, historiquement, les marchés actions diversifiés ont offert de solides rendements à long terme sur plusieurs décennies, même si le parcours comprend des crashs, des récessions et des années douloureuses. La deuxième catégorie, c'est l'immobilier. Là encore, pas seulement une belle résidence, mais l'immobilier comme actif. L'immobilier peut générer des loyers. Il peut conserver sa valeur quand la monnaie se fragilise. On peut l'améliorer, on peut le financer. C'est aussi imparfait, très local, parfois surévalué, mais il a un avantage que le cash n'a pas. C'est un actif réel, lié à une demande réelle. Logement, terrain, logistique et immobilier commercial font partie de la façon dont l'économie fonctionne. La troisième catégorie, c'est le crédit. Quand la plupart des gens entendent « obligation », ils pensent « ennui ». Les investisseurs fortunés pensent autrement. En période de stress, les rendements montent souvent. Les spreads de crédit s'élargissent.
Ça peut créer des opportunités pour ceux qui comprennent le risque et peuvent tenir pendant la volatilité. Les investisseurs fortunés et les institutions achètent souvent de la dette, y compris des obligations d'entreprise ou d'autres expositions de prêts, parce qu'ils sont rémunérés pour apporter du capital quand les autres ont peur. La quatrième catégorie, ce sont les deals et entreprises privées. Une grande partie des plus grosses fortunes se construit hors des marchés publics. Capital investissement, rachat de petites entreprises, prise de participation dans des partenariats, investissement dans des entreprises génératrices de cash flow, acquisition d'actifs en difficulté, financement d'opérations. Dans les baisses de cycle, beaucoup de bonnes entreprises souffrent non pas parce qu'elles sont cassées, mais parce qu'elles manquent de liquidité. Quand le cash devient rare, les conditions deviennent favorables pour ceux qui peuvent l'apporter. La cinquième catégorie, c'est l'optionnalité, et c'est celle que la plupart des gens ratent. Les riches achètent la capacité d'agir. Ils construisent l'accès au capital, des relations, des lignes de crédit, des réserves de liquidité et des horizons de temps long. Ils ne gardent pas du cash parce qu'ils ont peur du marché. Ils gardent du cash pour pouvoir acheter quand le marché distribue des rabais. Voilà pourquoi on a l'impression que les riches gagnent toujours. Ce n'est pas qu'ils ne font jamais d'erreurs. Ils en font. C'est qu'ils sont positionnés pour profiter de la façon dont la peur fait bouger les prix. Maintenant, il faut parler du piège psychologique qui pousse les gens à garder du cash trop longtemps. La plupart des gens pensent qu'ils attendent une meilleure opportunité, mais en réalité, ils attendent une meilleure sensation. Ils veulent que le monde ait l'air stable. Ils veulent que les infos se calment. Ils veulent que leurs amis soient d'accord pour dire que c'est sûr. Ils veulent que le risque disparaisse. Sauf que les marchés ne te rémunèrent pas quand tu investis au moment où ça paraît sûr. Les marchés te rémunèrent quand tu prends du risque quand il est peu cher dans les prix et quand tu restes investi malgré l'incertitude. Quand l'avenir semble parfaitement clair, les actifs sont souvent déjà chers. Ce n'est pas pour rien qu'il existe un principe d'investissement célèbre. Avoir peur quand les autres sont avides et être avide quand les autres ont peur. Ça paraît simple, mais émotionnellement, c'est dur. Quand la foule panique, ton corps veut se figer. Quand la foule célèbre, ton corps veut courir après. Et ça mène à un schéma qui détruit les rendements. En marché haussier, les gens gardent du cash parce que les prix semblent trop élevés. En correction, ils gardent du cash parce que ça peut encore baisser. En crack, ils gardent du cash parce qu'on a l'impression que le monde s'écroule. En reprise, ils gardent du cash parce qu'ils ont raté le point bas et attendent maintenant un repli. Puis, une nouvelle peur arrive et le cycle recommence. Ce n'est pas un problème de connaissance, c'est un problème humain. Le cerveau traite les pertes comme une douleur. On est câblé pour éviter la douleur. Voilà pourquoi garder du cash semble responsable. Ça réduit la peur d'une perte immédiate. Mais ça peut augmenter le risque de perdre du pouvoir d'achat à long terme et de rater la capitalisation composée. Maintenant, place aux chiffres, parce que c'est là que l'illusion se casse. Imagine que tu gardes 10 000 € en cash pendant 30 ans. Si l'inflation moyenne est de 3 %, ton pouvoir d'achat baisse au fil du temps. Le solde peut rester à 10 000, mais 10 000 achètent de moins en moins. Compare ça à la détention d'actifs productifs. Sur de très longues périodes, les marchés actions larges ont historiquement produit des rendements nominaux supérieurs à l'inflation, même en tenant compte des gros cracks. Le chiffre exact varie selon le pays et la période, mais aux États-Unis, une moyenne long terme souvent citée pour un marché actions large est d'environ 10 % nominal par an, pas chaque année. Et pas en ligne droite, mais sur plusieurs décennies. 10 000 € capitalisés à 10 % pendant 30 ans deviennent environ 174 000 €. 10 000 € capitalisés à 3 % deviennent environ 24 000 €. Ça fait une différence d'environ 150 000 €, créée surtout par le temps, pas par le génie. Maintenant, multiplie ça à l'échelle d'une vie. Puis d'un foyer, puis d'une famille qui garde du cash parce que ça rassure. Le coût, ce n'est pas seulement de l'argent. Le coût, ce sont des choix. Le coût, c'est de la flexibilité. Le coût, c'est la capacité à encaisser les chocs. Le coût, ce sont les options de retraite. Le coût, c'est le stress. À ce stade, quelqu'un dira « Mais les riches aussi gardent du cash. » Oui, la différence, c'est comment et pourquoi. Pour beaucoup de foyers, le cash, c'est le plan. C'est l'état par défaut. C'est la réponse finale. Ils épargnent, ils stoppent, ils attendent. Pour les foyers fortunés, le cash n'est généralement qu'une petite partie d'une structure plus large. Ils gardent de la liquidité pour la résilience et l'opportunité.
Mais l'essentiel de leur patrimoine est placé dans des actifs qui peuvent croître ou payer. Ils veulent que leur argent travaille, pas qu'ils dorment. Et il y a une autre couche importante, l'accès. Les personnes fortunées ont souvent un meilleur accès à l'emprunt à faible coût. Elles peuvent financer de l'immobilier à des conditions favorables, emprunter contre des actifs, refinancer, gagner du temps, éviter les ventes forcées, gérer la fiscalité avec des stratégies qui ne sont pas accessibles à tout le monde, investir dans des deals privés, des fonds et des opportunités avec des tickets d'entrée élevés, embaucher des experts. Alors, est-ce que le jeu est injuste? Parfois, oui. Mais ça ne veut pas dire que tu es impuissant. Ça veut dire que tu dois comprendre les principes et appliquer ce qui est réaliste pour ta situation. Voici le principe en une phrase. Les riches achètent des actifs productifs pendant que d'autres gardent du cash, parce que les actifs productifs capitalisent avec le temps et parce que la peur crée des rabais. Alors, que peux-tu faire si tu n'es pas riche? Tu ne copies pas leur taille, tu copies leur structure. Premièrement, construis une vraie épargne de précaution. Pas une imaginaire, pas une limite de carte de crédit. Du cash accessible rapidement. De quoi couvrir plusieurs mois de dépenses essentielles selon la stabilité de ton revenu. L'objectif est simple, éviter d'être obligé de vendre des investissements au mauvais moment. Deuxièmement, sépare ton argent par objectif. La plupart des gens mettent tout dans le même tas et ça crée confusion et peur. Il te faut de la clarté. Une partie pour la stabilité à court terme, une partie pour la croissance à long terme. Et si tu veux, une petite partie pour des achats opportunistes, mais seulement après avoir sécurisé les deux premières. Troisièmement, automatise l'investissement long terme. Le plus grand avantage des riches, ce n'est pas la prédiction, c'est la régularité. Si tu investis périodiquement, tu achètes naturellement plus quand les prix sont plus bas et moins quand les prix sont plus hauts. Tu réduis la pression du timing. Tu transformes la volatilité en processus plutôt qu'en panique. Quatrièmement, diversifie. Pour la plupart des gens, le chemin le plus simple vers la propriété d'entreprises à grande échelle, ce sont des fonds indiciels diversifiés, où tu détiens de petites parts de nombreuses sociétés. Ce n'est pas excitant, ce n'est pas pour frimer. C'est une machine conçue pour capter la croissance long terme sans devoir deviner les gagnants. L'immobilier peut aussi faire partie de la diversification, mais uniquement si ça correspond à ta capacité de cash flow et si ça ne te piège pas avec des mensualités que tu ne peux pas supporter. Cinquièmement, arrête de confondre mouvement et danger. La volatilité est normale. Les prix bougent, c'est le ticket d'entrée. Le danger, ce n'est pas une journée rouge sur le marché. Le danger, c'est d'être forcé de vendre parce que tu n'as pas de marge. Le danger, c'est la dette à taux élevé. Le danger, c'est d'investir de l'argent dont tu auras besoin le mois prochain. Le danger, c'est de faire des paris concentrés qui peuvent t'anéantir. Sixièmement, crée de la marge dans ta vie. C'est le vrai secret. Les riches peuvent acheter pendant les baisses parce qu'ils ont de la marge. Ils ne sont pas à une surprise de devoir tout liquider. Si tu veux agir comme les riches, la première étape n'est pas d'acheter un actif exotique. La première étape, c'est de réduire tes charges fixes, éviter l'inflation de style de vie et renforcer ta résilience. En clair, fais en sorte que ta vie n'ait pas besoin de conditions parfaites pour fonctionner. Maintenant, il faut aborder ce que personne n'a envie d'admettre. Parfois, les gens gardent du cash non pas parce qu'ils sont prudents, mais parce qu'ils protègent leur identité. Ils veulent être la personne qui ne se trompe jamais. Ils veulent être la personne qui a attendu et qui a ensuite réussi l'entrée parfaite. Ils veulent l'histoire où ils avaient raison. Mais la richesse ne se construit pas en ayant raison une seule fois. La richesse se construit en possédant des actifs productifs longtemps, à travers plusieurs cycles, pendant que le monde essaie de te faire sortir de ta position par la peur. C'est pour ça que les riches semblent patients. Ils ne sont pas seulement patients, ils sont structurellement patients. Leur argent est placé d'une manière qui rend l'attente possible. Donc, si tu veux la vraie leçon, ce n'est pas quelle action acheter. Ce n'est pas quelle maison acheter. Ce n'est pas quelle pièce acheter. La vraie leçon, c'est d'arrêter de traiter le cash comme ton principal plan de richesse et de commencer à le traiter comme un outil qui soutient ton véritable plan de richesse. Le cash sert à survivre et à couvrir les besoins à court terme. Les actifs servent à croître. Les riches séparent ces rôles. La plupart des gens les mélangent, puis se demandent pourquoi ils se sentent bloqués. Voici l'idée finale à garder avec toi. Si tu gardes du cash en attendant le moment parfait, tu fais un pari, même si ça ne ressemble pas à un pari.
Tu paries que l'évitement de l'inconfort à court terme vaut la perte de pouvoir d'achat à long terme et la capitalisation composée que tu rates. Les riches font un autre pari. Ils parient sur la propriété. Ils parient sur la productivité. Ils parient sur le temps. Ils acceptent l'inconfort aujourd'hui pour acheter la liberté demain. La richesse, ce n'est pas seulement ce que tu gagnes, c'est ce que tu possèdes. Et le plus grand changement que tu peux faire, c'est d'arrêter de demander quand ça semblera sûr et de construire un système qui te maintient investi même quand ça ne l'est pas. Ceci est un contenu éducatif, pas un conseil financier. Prends toujours en compte tes objectifs, ton horizon de temps et ta tolérance au risque, et si nécessaire, consulte un professionnel qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.